L'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour cette semaine a été tranché ce matin, tandis que l'ordre du jour du Sénat a été fixé hier. Les travaux de commission de la Chambre basse vont débuter demain. Le procureur général de la Cour suprême a été limogé, une décision prise hier au Palais Diavelou au cours du Conseil des ministres. Face à une telle situation, le syndicat de la magistrature craint une nouvelle ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires internes du pouvoir judiciaire. Les affrontements en Syrie se poursuivent, une reprise d'hostilité malgré le deuxième jour de trêve. Aucun civil blessé a été secouru. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Cool TV. À la une de l'édition du journal ce soir, l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour cette semaine a été tranché ce matin, tandis que l'ordre du jour du Sénat a été fixé hier. Les travaux de commission de la Chambre basse vont débuter demain. Les détails dans ce reportage de Indra Arson et Lily Rabiat. L'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour cette semaine a été fixé ce matin lors de la séance plénière. Ainsi, à partir de demain jusqu'à vendredi, 6 projets de loi seront traités par les députés. En ce qui concerne le Sénat, leur ordre du jour a été fixé hier dans la soirée au palais d'Anouskil. Pour finir, je tiens à rappeler que des travaux de commission débuteront demain à 9h du matin. Comme nous l'avons décidé au cours de cette réunion, nous vous invitons à participer activement à ces travaux de commission. Et ceci clôture la réunion d'aujourd'hui. Merci à tous. 31 députés ont voté en faveur de cet ordre du jour. 5 commissions vont entamer leurs travaux sur les 6 projets de loi. À partir de demain à 9h, la commission des finances prendra en charge du projet de loi portant sur les emprunts de l'État à la Banque asiatique AIB. La commission des grands travaux examinera le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet de modernisation des réseaux routiers de Madagascar concernant les prêts qui vont servir à financer les réhabilitations des infrastructures routières. La commission traitant de l'eau et l'énergie examinera le projet de loi sur la ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet d'Irama Indécalique, le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le projet de loi sur le recouvrement et l'affectation des avoirs illicites, ainsi que le projet de loi relatif aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élection, ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes se retrouvent également dans l'ordre du jour de cette semaine. Le vendredi 2 mars, ces projets de loi seront adoptés au cours d'une nouvelle séance plénière. Toujours sur le plan politique, de nombreuses critiques ont déjà été émises concernant l'avant-projet du Code électoral depuis sa publication sur le site web de la primature, à l'exemple de l'ingérence de l'État dans la gestion de la propagande à travers les chaînes privées. Reportage Indra Arson. L'article 110 à 115 portant sur les règles qui vont régir la propagande dans l'avant-projet du texte relatif au régime général des élections et des référendums est sujet à polémique auprès des médias audiovisuels privés. Une ingérence de l'État dans la gestion de la propagande à travers ces chaînes en est la cause. Dans l'article 110 à 115, il s'agit de la répartition du temps d'antenne, surtout dans les médias privés. Ces articles annoncent que la répartition du temps d'antenne devrait être le même pour tous les candidats et cela ne devrait pas se faire dans les publicités commerciales. Pourtant, il se peut par exemple qu'un seul candidat opte pour passer sa propagande sur une chaîne. D'autre part, à chaque candidat, son budget de campagne. Cela pourra de ce fait affecter le revenu des médias.
Par ailleurs, le fait qu'aucun décret concernant la mise en place de l'Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée n'ait encore été publié pose également problème. En tant que médias privés, leurs revenus sont importants pour ces chaînes. D'autre part, la ligne éditoriale d'un média privé pose aussi problème, car les candidats ont chacun leurs propres convictions et devraient donc avoir le choix sur ce point. De plus, l'Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée devrait également être mise en place par décret. L'article 116 de ce texte, qui dispose qu'il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre ultimement avant la fin de la campagne électorale, soulève de nombreuses questions auprès de l'opinion publique. Ces derniers se demandent si cela signifie que les citoyens ne peuvent plus demander des informations concernant les affaires de corruption et de détournement de deniers publics durant la campagne électorale. Comme annoncé précédemment dans les titres, le procureur général près de la Cour suprême a été limogé, une décision prise hier au Palais Diavelou au cours du Conseil des ministres. Face à une telle situation, le syndicat de la magistrature craint une nouvelle ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires internes du pouvoir judiciaire. Écoutons ensemble les explications de la présidente de ce syndicat. Gouvernement d'hier, il y a eu plusieurs nominations au niveau de la justice et il y a eu une abrogation tout court. Nous étions étonnés du fait que c'est l'abrogation du procureur général de la Cour suprême qui est censé être nommé et abrogé par un décret. Il n'y avait pas eu de nomination, il y a eu seulement une abrogation. Donc nous expliquons, c'est le CSM qui propose et qui décide quand ils veulent changer les chefs de cour. C'est le CSM qui décide qui va remplacer le procureur général ou le premier président de la Cour suprême. Ce n'est pas à l'exécutif d'abroger qui que ce soit. Si le CSM n'a pas fait un appel à candidature ni proposé une autre personne. Donc pour nous, c'est une violation des textes qui existent et une violation encore plus de l'indépendance de la justice. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Est-ce que c'est la suite de la requête du SMM qui a demandé au CSM d'ouvrir une enquête sur la ministre de la Justice et qu'aucune personne au sein du CSM ne s'est opposée à cette ouverture d'enquête et que la ministre a menacé tout le monde lors des dernières sessions d'ouvrir une enquête ou je ne sais pas, elle a menacé, nous on a entendu qu'elle a menacé tous les membres du CSM. Est-ce que c'est par rapport à cela qu'il y a eu cette abrogation? Si elle a donc pu abroger tout le monde, tous les membres du CSM, est-ce qu'elle l'aurait fait? Donc nous aimerions bien savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi une telle violation de l'indépendance de la justice, une telle violation des textes. C'est le CSM qui doit proposer une nomination des chefs de Cour suprême. Et l'exécutif ne peut abroger qui que ce soit si le CSM n'a pas décidé une autre personne à mettre à cette place. Sur un tout autre sujet, les suggestions proposées par les partis politiques à la Commission électorale nationale indépendante ainsi que les requêtes émises par les politiciens sont restées sans retour jusqu'à ce jour. C'est ce qu'ont déclaré les politiciens venus assister au cadre de concertation ce jour. Reportage Muramanch. Des partis politiques ont déposé plusieurs requêtes et plusieurs suggestions auprès de la Commission électorale nationale indépendante depuis le début des rencontres entre les deux partis. Et pourtant jusqu'ici, ces suggestions et ces requêtes n'ont pas été prises en compte. Pour les politiciens qui ont participé au cadre de concertation ce jour, ces suggestions devraient être appliquées pour qu'il y ait transparence dans le processus électoral. Les plaintes déposées par les citoyens après les élections devraient être prises en compte et les lois en vigueur devraient être respectées. D'autre part, en plus de la vérification de la liste électorale, la descente des électeurs aux urnes est d'une importance capitale. Ces politiciens ont également soulevé de nombreuses questions concernant l'élection, à l'exemple du suivi et des financements provenant de ceux qui vont se porter candidats aux élections ou des possibles résultats du suivi fait par le service de renseignement financier de Madagascar et le Bureau indépendant anticorruption par rapport au financement accordé pour la campagne électorale. Ils se demandent également où en sont les suivis des personnes qui violent volontairement les lois.
Avant de passer aux actualités internationales, ce sont les promesses non tenues des dirigeants qui ont creusé un fossé entre les gouvernants et le peuple, selon le père Pedro. Ce dernier a fait part de son avis sur la situation actuelle du pays. Les comportements doivent changer. L'éducation des jeunes, qui est actuellement menacée, doit être priorisée d'après ses explications. Mais heureux, en français, ça s'écrit au pluriel. Ça veut dire qu'on ne peut pas être heureux tout seul, on est heureux ensemble et jamais tout seul. Et c'est pour cela que nous avons aussi le devoir aujourd'hui de convaincre nos jeunes, de se désarmer de vérité, désarmer de la responsabilité, désarmer des connaissances de tout genre, de la culture générale, pour dire je suis prêt à assumer mes responsabilités en tant que citoyen à part entière de ce pays. Et ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à travers moi que mon pays, ma patrie, va reculer. Je le ferai avancer. Alors je voudrais demander à tous les jeunes de Madagascar ou de n'importe quel pays, est-ce que tu es parmi ceux qui font reculer ton pays ou es-tu parmi ceux qui font avancer ton pays? Sur le plan international, les affrontements en Syrie se poursuivent. Une reprise d'hostilité malgré le deuxième jour de trêve. Aucun civil blessé a été secouru. Reportage France 24. La Ghouta orientale, les raids aériens se sont progressivement interrompus à partir de 9h, l'heure du début de la pause quotidienne décrétée par Moscou. Objectif, permettre l'entrée de l'aide humanitaire ou la sortie d'habitants blessés. Mais selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des combats ont eu lieu au sol entre des combattants rebelles islamistes et les forces loyales à Bachar el-Assad dans plusieurs localités situées à la périphérie de cette enclave rebelle. Depuis lundi, le cessez-le-feu a déjà été violé à plusieurs reprises et chaque camp se rejette la responsabilité. À Genève, le chef de la diplomatie russe a réitéré son soutien à l'armée syrienne. La Russie et le gouvernement syrien ont déjà annoncé la création de couloirs humanitaires dans la Ghouta orientale. Maintenant, c'est au tour des rebelles et de leur soutien d'arrêter de bombarder Damas. C'est eux qui bloquent les livraisons d'aide et l'évacuation de ceux qui souhaitent partir. Située aux portes de Damas, la Ghouta orientale est le dernier bastion rebelle en Syrie. En 2 ans, elle a été reconquise aux 2/3 par les forces pro-régime soutenues par les Russes. 400 000 habitants y vivent, confrontés quotidiennement aux bombardements et à la pénurie de nourriture et de médicaments. En Afghanistan, la main tendue du président aux talibans, il leur propose un cessez-le-feu sous conditions. Reportage France 24. À la table des discussions, il n'y a aucun chef taliban. Les représentants d'une vingtaine de pays sont là pour jouer les intermédiaires. Le président afghan se dit prêt à reconnaître les talibans comme parti politique. Il propose aux insurgés la mise en place d'un cessez-le-feu avant d'entamer des pourparlers de paix. J'en appelle aux talibans et à leurs dirigeants. Aujourd'hui, la décision est entre vos mains. Acceptez la paix, une paix digne. Unissons-nous pour préserver ce pays qui est le fruit de nos sacrifices et de notre lutte. Jusqu'ici, les talibans ont refusé de négocier tant que les milliers de soldats américains seront toujours déployés sur le sol afghan. Mais pour la première fois en 2 ans, leur ton a changé. Mardi, ils ont appelé les États-Unis à entamer des discussions avec leurs représentants au Qatar. Pour les chefs talibans, le gouvernement afghan n'a aucune légitimité et n'est qu'une marionnette dirigée par Washington. Nous voulons parler directement avec les États-Unis parce que eux et nous sommes les vrais partis. Depuis plusieurs mois, les États-Unis mènent davantage de raids aériens en Afghanistan. Les talibans, eux, ont intensifié leur riposte. Fin janvier, les attentats à Kaboul ont fait plus de 130 morts et des centaines de blessés. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. L'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour cette semaine a été tranché ce matin, tandis que l'ordre du jour du Sénat a été fixé hier. Les travaux de commission de la Chambre basse vont débuter demain. Le procureur général de la Cour suprême a été limogé, une décision prise hier au palais Diavelou au cours du Conseil des ministres. Face à cette situation, le syndicat de la magistrature craint une nouvelle ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires internes du pouvoir judiciaire. Et enfin, sur le plan international, les affrontements en Syrie se poursuivent, une reprise d'hostilité malgré le 2e jour de trêve. Aucun civil blessé a été secouru. Et c'est la fin de ce journal. Au revoir et bonne soirée à tous.